Émission assez exceptionnelle aujourd'hui. Pourquoi? C'est une salade niçoise parce que, de nouveautés. Parce que Cédric Fréour a mis un foulard, mais pas que. Parce qu'on a la chance d'avoir Sébastien Loeb. On a la chance d'avoir son nouveau copilote dans un discours qui est rarement entendu sur YouTube. Exceptionnel. Donc c'est plutôt pas mal. On vous parlera aussi de la nouvelle R4, la Renault 4 de société. Ça, vous n'avez c'est pas vu venir. Ouais. On voit aussi le verre à moitié vide ou à moitié plein sur la chute des ventes de Tesla, qui finalement, il faut prendre un peu de recul sur ces chiffres-là. Pas mal de news autour des premières Mercedes. 1205 km d'autonomie. 1205, voilà. Dès qu'on dit ça, Pas mal de petites news, petits commentaires de soutien, le petit pouce bleu, la bise à Bami, bonne vidéo. Événement un peu exceptionnel, on a eu la chance d'avoir Monsieur Loeb, Sébastien Loeb, et aussi son copilote. Dis-nous, c'est toi qui as été Dino. Et son inédit copilote. Ouais. Et ils nous ont accordé un entretien exceptionnel tous les deux. Ouais. Et quand je dis exceptionnel, c'est qu'on est avec nos habits de BFM, TF1 et l'équipe. Okay. On était tous les quatre et ils nous ont consacré du temps. C'est pour ça que regardez ce qui va se passer, écoutez-les. Loeb va nous parler notamment de la peur qu'il a de temps en temps quand il surconduit et de se dire j'ai pas envie de lui faire peur. Ce qui est rare, tu vois. Et Edouard, le copilote, va nous parler de son métier de navigateur. Et j'en enlève mes lunettes. Et Alain est témoin. Moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un nous raconter son métier comme il va nous raconter. Vous allez voir, vous ne regarderez plus jamais un copilote ou plutôt un navigateur. Moi, j'étais pas là, mais vous êtes teasé. Non, mais Alain, t'es d'accord? Oui. Restez avec nous. Vous allez ouvrez vos yeux et surtout grand vos oreilles. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, chez toi, dans ton bureau. Ta voiture en 60 secondes. Alors ma voiture, c'est une Dacia qui est faite pour faire du rallye raid, c'est-à-dire pour rouler un peu à travers tout et n'importe quoi, dans le désert principalement, mais aussi sur de la piste. Ça peut être de la piste, du hors-piste, des cailloux, du franchissement, des dunes, il y a un peu de tout. Donc, il y a des pneus de camion. Donc c'est une voiture qui a des grosses roues qui permettent de bien absorber tout ça. Beaucoup de débattements de suspension, 35 cm c'est la norme, on est réglementé. 4 roues motrices, un gros moteur, 3 litres V6 biturbo, qui n'est pas surpuissant parce que ça fait 360 chevaux. C'est pareil, c'est la réglementation, mais qui a quand même beaucoup de couple. 170 km/h en pointe quand même. 170 km/h en pointe, limité. Avant ça allait plus vite, maintenant c'est limité, c'est la norme pour tout le monde. Ça t'embête ou pas parfois de dire à 170, il y a des endroits où quand c'est dégagé, on pourrait aller bien plus vite. Mais ça change rien parce que le but c'est de faire le meilleur temps possible à partir du moment où tout le monde est limité. C'est moins dangereux, il vaut mieux s'envoler dans une cuvette à 170 qu'à 220. Donc jusque-là, on s'adapte. Full carbone. Beaucoup de carbone, toute la cellule à l'intérieur en carbone. Après, elle a été retapissée par des revêtements anti-chaleur parce qu'on a le moteur à l'intérieur, au milieu. Il est dans une boîte, il est là-dedans, mais ça dégage beaucoup de chaleur. Donc c'est tout près de ta jambe droite. Oui, donc c'est pour ça qu'on a une clim bien puissante qui permet quand même d'avoir un peu d'air dans la voiture. Il fait pas 10 degrés dans la voiture non plus, hein, mais ça permet quand même de refroidir l'habitacle parce qu'une voiture comme ça, sans clim, c'est quasiment intenable. On ne te présente plus, multiple champion du monde des rallyes consécutifs. Certains disent que tu es même le meilleur pilote de la Terre. Gentil, merci. Il manque le Dakar. Alors ce serait quoi la recette? Si je la connaissais, j'aurais déjà gagné. Donc, en fait, la recette, c'est surtout de réussir à faire 2 semaines sans problème. C'est surtout ça. Parce que le Dakar, ça dure 2 semaines. Une mauvaise journée, ça peut tout flinguer. Donc, on est passé par des erreurs de pilotage, par des problèmes de fiabilité, des problèmes de navigation, des crevaisons. Enfin, on est passé par... Chaque année, on a toujours eu au moins une mauvaise journée, en fait, qui fait que on se retrouve distancé et qu'on n'arrive pas à tout mettre bout à bout. Donc, aujourd'hui, il y a un niveau qui fait que on est 10 voitures à être capables de gagner parce qu'il y a des jeunes qui sont arrivés d'Afrique du Sud, de partout, qui ont beaucoup d'expérience finalement déjà dans le rallye raid parce qu'ils ont commencé par ça. On a eu plus l'habitude de pilotes comme moi, comme Peter Hansel, comme Sainz qui arrive plutôt un peu dans une deuxième carrière, etc. À l'époque, on était peut-être 4 à pouvoir jouer la victoire. Aujourd'hui, on est 10, quoi. Donc,
Donc il faut attaquer tous les jours parce qu'il y en a toujours un qui va faire un gros coup. Et ça doit être excitant pour toi de se dire, Ouais. attends, ah oui, non, c'est il y a 10 excitant. rivaux, je vais montrer. Non, mais c'est excitant, mais après, il faut aussi tout mettre bout à bout avec le copilote, parce que le rythme du pilote, c'est une chose, mais le chemin parcouru, c'est important aussi. Bah, Un copilote, évidemment. par une erreur, peut vite faire perdre beaucoup aussi. Donc, il faut réussir à travailler en osmose dans l'équipage et puis être bien concentré. Tu parlais de copilote, ça va être un nouveau duo avec Edouard. Ouais. Là, il faut s'apprivoiser très vite, C'est ça. tu vois. On n'a Enfin, pas toi, beaucoup- tu as l'expérience, mais ouais. Lui aussi a de l'expérience et c'est pour ça qu'on se dit que ça devrait aller. On parle tous les deux français, il a de l'expérience, j'ai de l'expérience. Donc on a un bon espoir que la communication se fasse vite. Mais c'est vrai qu'avec Fabien, on avait beaucoup travaillé pour se bien être calé sur plein de choses. Et puis ça, c'est quelque chose qu'il va falloir recommencer un petit peu quand même. Donc voilà. Tu vois. Question très humaine, est-ce que quand tu conduis, tu es forcément concentré à 100%, mais parfois tu te dis, je n'ai pas envie de faire peur à l'homme qui est à droite. C'est vrai que des fois, je me mets à sa place quand il m'annonce un danger 2 et qu'il voit que je freine pas. Moi, je serais lui, je me dis, mais j'espère qu'il a bien entendu quand même. Et après, c'est une confiance qu'il doit avoir, mais c'est vrai que de temps en temps, je lui montre que je lève le pied, mais il faut pas le faire tout le temps parce que sinon tu perds du temps. Mais Bah évidemment. ou alors je lui dis, ok, bien compris. Et puis histoire qu'il s'inquiète pas au moment où je freine tard. Mais bon, après, une fois qu'on est calé entre nous, vraiment, l'objectif c'est d'aller le plus possible et tout. Ouais. C'est étonnamment étroit. Je ne sais pas comment tu fais. Il faut 7 secondes pour évacuer en cas de problème, c'est ça? C'est juste. Après, c'est sûr que pour nous, il n'y a jamais assez de place, mais c'est normal. Les ingénieurs essaient de concevoir, d'optimiser un petit peu tous les espaces. Si tu regardes les détails, enfin, il y a de la place pour tout ce qu'il faut, mais il n'y a rien de trop, quoi. Nos télécommandes sont là, les petites pochettes, les bouteilles d'eau pour l'hydratation, les extincteurs au milieu. Donc, il manque rien, mais c'est sûr que, honnêtement, on n'aurait pas dit non à avoir un petit peu plus d'espace. Le rôle de copilote, c'est pas simplement de dire à droite, à gauche, tout droit. Ça, c'est quand même la base. Hein, oui, c'est la Ça, base, c'est la mais base. ça va bien au-delà. On en parlait en off. Ouais. Tu as la navigation. Ouais. Et Dieu sait que c'est important justement en rallye raid. Ça, c'est sûr. Et tu parlais notamment des fameux waypoints. Ouais. En fait, c'est des points, j'allais dire, C'est des points de passage, c'est des balises GPS si tu veux. obligatoires. Et il Ouais. n'y a pas de fanion, il n'y a pas de truc. Tu n'as aucun repère physique, donc là tu ne sais que tu les approches qu'en suivant la direction que le roadbook nous donne. Et puis en fait, tu as un rayon, ce qu'on appelle un rayon d'ouverture, c'est-à-dire quand tu approches une certaine distance de ce point-là, ta tablette Elle te dit, tu souffles ou tu elle refroidis te en fait. guide. Exactement, c'est un peu ça. Donc à partir de la norme, la majeure partie des waypoints, c'est à partir de 800 mètres. Quand tu es à 800 mètres du centre du point, ta tablette te guide vers le centre. Mais tant que tu n'es pas à ces 800 mètres, tu peux être à 803 mètres, elle va rester aveugle. Il faut que tu passes cette barrière des 800 mètres pour qu'elle s'ouvre et qu'elle te guide vers le centre. Et tu disais, le point GPS en lui-même peut faire 20 mètres de... Ça, c'est le rayon de validation. Ouais. Ça, c'est l'organisateur qui choisit quel type de waypoint il met. C'est-à-dire que plus il met un rayon de validation étroit, plus ça va devenir précis, et plus ça va nous obliger à passer par cet endroit. Et donc ça, c'est très utile quand on est, par exemple, sur des courses en Europe, où on ne veut pas que les concurrents commencent à couper dans les champs à côté. Oui, pour essayer de gagner un peu. Pour gagner 50 mètres dans le virage, on va mettre un tout petit rayon de validation, comme ça on est sûr qu'il va aller faire l'angle droit au bout du champ. Pour donner un exemple, alors que quand on est en plein désert, et voilà, là on peut mettre un rayon de validation beaucoup plus grand qui va peut-être au contraire aider les concurrents les moins habiles dans les parties de dune où c'est hyper technique. Et voilà, si on met 200 mètres de validation, ça va lui donner plus de possibilités de route en fait. Donc ça, c'est ta tablette Ouais. qui te permet, évidemment, tu en as même deux. Oui, pour- normalement on en a deux. Ouais. Qu'il est arrivé qu'une seule fois qu'elle tombe en panne. Ah bah t'es pas serein quand ça arrive parce que déjà t'es pas habitué et après il faut continuer à faut donner des poursuivre la course, indications au pilote, savoir comment faire, comment gérer l'histoire et donc ouais ça c'est pas quand ça tombe en panne t'es pas très serein quand même. Et tu disais, vous avez dû utiliser les GPS parce qu'en plus, sur les fameux waypoints, on vous impose parfois des vitesses. C'est ça. Donc on peut en fait physiquement nous quand c'est tombé en panne c'était le système GPS qui est tombé en panne mais le roadbook qui était toujours visible donc on a pu continuer la navigation. On n'avait plus le repère effectivement de vitesse et puis de proximité des waypoints. Donc ça c'est super stressant c'est sûr et puis c'est pas sans erreur donc c'est là où après il y a tout un jeu de discussion avec les organisateurs. Il faut qu'ils analysent ce qui s'est réellement passé, voir si on a été correct dans notre manière d'agir Ouais, et vous étiez si on de n'a bonne foi pas et tout profité ça. un peu de la situation et puis dans la zone de vitesse est-ce que tu vois même si on n'a pas de GPS on a quand même fait à 50 ou 51 on n'est pas passé à 130 quoi.
Donc tu vois, donc là, dans ces cas-là, il y a ça devient un peu une bataille d'analyse entre organisateurs et des teams pour dire qui a tort, qui a raison. Et puis, ça peut être un peu long et chronophage. Édouard, merci à Merci toi. à toi. On vous souhaite évidemment le meilleur. C'est très gentil. Merci de nous avoir fait partager cet incroyable métier. Ouais, Vraiment. avec Merci. plaisir. Merci de nous avoir accueillis chez toi dans ton bureau. Et quel bureau? Quel bureau? Impressionnant, tu te rends compte, passer à 20 mètres d'un truc planté dans le désert, C'est ce qu'on s'est tous dit. c'est Ouais. quand même impressionnant. On remercie le sponsor de la vidéo, Ovoco, vous commencez à les connaître. On a un petit code de réduction. Avec le code sans borne, vous aurez 15% de réduction si vous commandez sur vos frais de livraison. Alors, ça vous paraît pas énorme, mais en fait, les frais de livraison sont assez chers parce que, comme on commande souvent des pare-chocs de Dacia Sandero pour la collection de gens qui s'est lancé dans le collectionnisme aigu. D'ailleurs, j'ai une collection de, de- SMS. On de- me demande d'interrompre la commande tellement il en a. Et que sa femme On a des problèmes avec sa femme. est un petit peu agacée. Trêve de plaisanterie. Ovoco, c'est quoi? C'est une place de marché. Ils ont une idée que je trouve très maligne. Ils ont agrégé tout un tas de revendeurs, de casses, etc. qui vendent des pièces d'occasion. Toi, tu recherches des pièces d'occasion pour réparer, améliorer ta voiture. En fait, ils les ont tous recensés. Ils en ont plus de 5000. Ils ont un stock de quasiment, ça fait 20 millions de pièces agrégées. Chaque revendeur est noté. Donc, si tu vois qu'il y a une mauvaise note, n'y va pas. Mais comme tout est mis sur la même, comme tout est mis sur la même place de marché, en fait, le revendeur, s'il veut pas se faire entre guillemets sortir par Ovoco, il est obligé d'envoyer dans des bons délais. T'es une garantie de paiement, une garantie de livraison, une offre satisfaite ou remboursée. C'est sincèrement plutôt bien. Non, mais il n'est pas numéro 1 par hasard. C'est oui, et puis ils sont partout en Europe. Donc, Voilà. Et nous, on les apprécie bien au-delà du fait qu'ils soient nos sponsors. donc avec le code sans borne, vous aurez 15% de réduction. Tu me permets un petit truc pour Citroën, tiens. Non. C'est sans enchaînement. Vas-y. Ce soir, pour ceux qui sont près de Flins, près de l'usine de Flins, Oui. il y a une exposition. Donc ce soir, 18 septembre, une exposition consacrée justement à Citroën Sport avec les voitures de rallye raid. Ah. Donc si vous êtes là-bas, n'hésitez pas à faire un tour. 18h, ça vous ouvre les portes. Les actualités de la semaine. Désolé, j'ai oublié mon ordinateur, donc je fais ça sur mon téléphone. J'ai pas mes petites fiches. On fait comme on peut, ma bonne dame, avec des émissions tous les 3 jours, Ouais, même maintenant le dimanche. Ouais, mais faut s'adapter. On produit on- énormément. On fait un peu comme on peut. Surprise, Renault a lancé une version utilitaire van de sa R4. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. Ça non plus, parce que quand je te l'ai dit, tu ne le savais pas. Non, mais ce qui est génial, parce qu'en fait, la 4L, tu sais, ce qui fait l'iconisme, le mot n'existe pas, mais tout le monde aura compris de la 4L, c'est aussi la fameuse 4L des pompiers, la 4L de la poste. Je parle La des 4L du boulanger. Ouais, je parle Jouer des avec années les paniers de 60. pain. Ouais, exactement. Tu vois, et tout ça, c'était extraordinaire. Et donc, du coup, ils ont sorti une version utilitaire de cette 4L. Donc, tu as 2 homologations. Tu en as une en utilitaire où les places arrière ont été supprimées, mais tu peux les remettre. Et une qui est plus van, où pour le coup, c'est pas réversible, où tu auras un espèce de bac thermofugé à l'arrière. C'est une surprise parce que moi, je m'attendais pas à ce qu'ils fassent. Ce qui est marrant, c'est aussi le rappel que tu me fais de la 4L d'époque. La 4L d'époque pouvait charger à l'arrière 300 kg. Celle-ci peut charger 350 kg. Ah oui, c'est Donc c'est ouais, assez c'est proche. une similitude. Et pour les gens qui nous regardent, l'utilitaire, en fait, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un truc extrêmement important pour les constructeurs auto. Nous, on a un peu tendance, grand public, à se dire c'est un truc que tu mets sur le côté pour être très factuel. Chez Renault, ils ont vendu en 2024 2,2 millions de voitures, tous segments confondus. Les véhicules utilitaires, c'est plus de 400 000 ventes. Donc c'est quasiment 20%. Tu as une voiture sur 5 qui est un utilitaire. Donc c'est un enjeu énorme pour les... Dans le reste d'une planète, ça pèse pour beaucoup. Oui, c'est un peu plus margé, je pense, que... Non, c'est un marché. Et en plus disputé. Et ce qui est drôle, c'est qu'en termes de marketing, on parlait de la 4L justement, mais Ouais. vous vous souvenez des visiteurs numéro 1 Non. Non. Vous vous souvenez pas avec, Si. avec Christian Clavier, Ouais. justement, il y a la 4L du postier. Ouais. Et dans les miniatures, dans les 4L, les plus vendus, c'est les petites, les petites fourgonnettes 4L des années 60. Donc c'est marrant. Cette Renault 4, c'est quoi? Ça sera le modèle de grosse motorisation, grosse batterie. Donc grosse batterie, ça veut dire 52 kWh pour 400 km d'autonomie. Ça veut dire 150 chevaux. Tu as une plus petite batterie sur les véhicules grand public qui ne sera pas disponible sur l'utilitaire, avec une batterie 40 kWh au lieu de 52 et 310 km d'autonomie au lieu de 400. Les prix, c'est pas si peu cher en fait. C'est là où ils ont été malins, c'est le communiqué de Renault parle en 29 300 € hors taxe.
Ah, parce que les entreprises achètent hors taxe. Exactement. Ouais. Donc tu rajoutes la TVA, bah, tu es finalement quasiment au même prix que la version grand public. Alors que la version grand public, en modèle grand batterie, grande motorisation. Il faut comparer Oui, ce qu'il faut. Parce ce que qui la est plus comparable. petite batterie est moins chère. La version grand public, pour comparaison, elle est à 33 500. Donc là, tu rajoutes 20% à 29 300 euros, tu es quasiment à 35 000 euros. Donc c'est même un peu plus cher. Comme je l'ai dit, tu es à 345 kg de chargement et jusqu'à 1,20 m pour mettre à l'arrière. C'est plutôt pas mal. Elle est fabriquée en France. C'est en positionnement clairement moins de charge utile que le Kangoo électrique, mais tu as plus d'autonomie. Et sincèrement, je trouve qu'elle a sa place. Tu es un artisan, tu as l'autonomie 400 km, c'est bien. Si en plus tu fais beaucoup d'îles, bah, tu les feras quasiment les 400 km, tu les feras réellement. Bah, c'est pas déconnant. Et t'es un boulanger, t'es un fleuriste, t'es machin. T'as pas besoin d'un van extrêmement, un Renault Master ou je ne sais quoi. Et tu vois, tu es même un cabinet d'architectes ou tu sais, des professions créatives, je pense qu'ils peuvent se l'approprier et ça peut devenir leur véhicule emblématique qu'ils peuvent sticker. Ouais. Et je ne serais pas surpris qu'on en voit, tu sais, avec justement des couleurs incroyables et des... Mais alors moi j'ai peut-être Dites-nous d'ailleurs. j'ai peut-être une tendresse pour l'ID Buzz parce qu'on a fait une émission autour. C'est comme Mais moi, l'ID Buzz, ouais. Je suis très content Mm. et je trouve que c'est une voiture qui a une gueule d'enfer et en plus à conduire est très agréable. Ah, mais- Son seul défaut c'est qu'elle est un peu trop haute. Mais l'ID Buzz, quand on commence à en voir dans Paris un peu en version utilitaire Stické pour Ouais. sticker et ça a une gueule d'enfer. Ah ben t'es hyper content, tu fais la promo de ta boîte, c'est canon. Hein. J'enchaîne avec d'autres petites news. La Xpeng G6, Xpeng G9, bientôt produite en Europe. Xpeng, d'un point de vue communication, je trouve que c'est un peu intéressant parce qu'ils arrivent, alors qu'ils ont c'est une marque en devenir. Donc c'est une marque qui, dans les premières marques, dans les marques qui arrivent, commence à faire une volumétrie intéressante. Mais tu es quand même loin d'une volumétrie d'un Renault, d'un Peugeot en France. Marque chinoise, mais avec le talent quand même de Tesla et retrouver l'essai qu'on en avait fait. Ouais, on était surpris on- positivement. On était éblouis. Hein. Et je trouve qu'ils arrivent à vachement bien occuper. C'est-à-dire que sur mon YouTube, je vois beaucoup, et sachant que YouTube est un peu un chemin important. En fait, 85% des gens passent par un essai YouTube avant d'acheter Oui, une pour voiture. déterminer. Donc en fait, et je les trouve que par rapport à la taille de la marque, ils sont surreprésentés. C'est-à-dire que c'est plutôt pas mal. Et en Ok. plus, qui va aider. Et en plus, elles ont des critiques assez bonnes. Et pourquoi je parle de Xpeng, c'est qu'ils vont bientôt produire en Europe. Donc le G6 et le G9, et mine de rien, quand tu sais que le prix des taxes douanières sont de 23% pour Xpeng, 23,1% il me semble. Donc imagine qu'ils te répercutent encore plus une baisse sur le prix des Xpeng, ça va commencer à devenir... C'est ce qu'on ne cesse de dire. Hein. L'industrie chinoise, elle veut produire en Europe pour évidemment s'affranchir des barrières douanières. Et vu leur talent et vu la qualité de leur voiture. Hein. Et en plus, ils ont fait un positionnement que j'ai trouvé assez malin. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une propre usine à eux en Autriche, parce elles vont être produites en Autriche. C'est qu'ils ont fait un deal avec un équipementier canadien qui, lui, a déjà un savoir-faire dans l'automobile, parce qu'il produit déjà des voitures pour tout un tas de marques, dont Feu, Jaguar, Feu, Fisker. Et donc, du coup, ils sont en train de remplacer ce qu'ils produisaient pour Fisker et pour Jaguar, Donc, et le faire pour la boîte Xpeng. canadienne Donc, est contente. Et donc, eux, ils s'affranchissent des taxes douanières. C'est produit en Europe. Donc, c'est plutôt Non, pas mal. C'est plutôt chouette. En parlant d'électrique, Mercedes, prototype de QS qui vient de signer 1205 km d'autonomie à la force des toutes premières batteries solides. Vous savez, les Wow. batteries solides, on en parle depuis Ouais. quelques temps. Bah, ça y est, elles arrivent. Le langage, enfin la parole officielle de Mercedes, c'est écoutez, c'est rupture ou rien. Donc nous, c'est le max du max du max pour justement frapper les esprits. Avec cette batterie, il n'y a pas de masse supplémentaire. C'est même un peu plus Léger. un peu plus léger par rapport à l'EQS standard. Donc tout le monde Et ça recharge vite. et ça recharge en 5 minutes parce qu'il y a une capacité d'1 mégawatt. Donc Donc là, ça devient ça comme une Ben, voiture eux, à essence. D'où ce que vous entendiez tout à l'heure, la rupture ou rien, eux te disent nous on vise ça. Et le premier qui vise ça, c'est-à-dire le rêve absolu de 5 minutes de recharge, plus de 1000 km d'autonomie, bah, t'es le roi du pétrole. Donc, pour que les gens aient un repère, D'une certaine manière. 1200 km, c'est ce qu'ils te vendent en WLTP probablement. Ça veut dire que tu feras un 750 km sur autoroute. Ouais. Honnêtement, si tu arrives à avoir des voitures qui font 750 km d'autonomie sur autoroute, que tu recharges en 5 minutes,
Alors, Tu fais pas 750 km sur autoroute one shot tous les jours. et on parlait des Chinois. Les Chinois en Chine, c'est 1500 km avec leur batterie solide. Ouais. T'imagines que et la recherche est exponentielle. Donc, il faut pas louper ce train-là. Quand on dit, il faut pas louper la bataille de l'autonomie. Des petites news en bataille. On peut perdre son permis en utilisant son téléphone au volant. C'est-à-dire qu'on savait déjà Ah Que ben tu- déjà, c'est pas bien. Oui, alors déjà, si tu t'étais pris avec ton téléphone au volant, Moi, je te dis, ouais, ça nous est jamais arrivé. C'était 4 points sur le permis. Et d'ailleurs, c'est 3 points et pas 4. Bah, Et évidemment, 135 € d'amende. Si jamais tu étais pris en train de griller un feu rouge avec en plus ton téléphone, là, ça pouvait donner à occasion de retrait. Bien sûr. Mais là, il y a la Extra- préfecture des Landes, le préfet des Landes, qui a pris une initiative qui est pour le moment uniquement locale et qui est en test, que si jamais on te prend avec ton téléphone Dans au la volant, main. retrait. Retrait pour une période de 0 à 6 mois. C'est une Parce initiative. que les Landais, ils ont tous le téléphone à la main. L'anglais, on aime moins le téléphone. C'est une initiative pour le moment en test, uniquement locale, à l'initiative du préfet des Landes. Alors dites-nous, hein, d'ailleurs, je m'adresse, pourquoi pas aux forces de l'ordre, pourquoi pas évidemment à ceux qui rédigent aussi le code de la route. Le téléphone, quand il est positionné, tu sais, sur un Par support, brise, sur ou là, Est-ce que c'est considéré comme une et utilisation? tu cliques sur ton écran, sachant, c'est des débats juridiques infinis. Tu sais où tu vas te perdre en argutie totale. Oui. Sachant que l'écran, tu sais, tu as le mirror machin, nous on le pose à chaque fois, on le branche pour ne plus jamais le toucher, mais il est sur le grand écran. Hein, c'est très compliqué. Hein. Autre petit point, on aurait pu titrer un truc Tesla en chute libre, machin. Ah. Je vais être factuel. Tesla est en chute d'un point de vue chiffre. Je vais vous le démontrer. Mais après, je vais voir. Oui. Un chiffre qui révèle bien que Tesla est en chute, c'est que sa part de marché aux États-Unis. Historiquement, à son plus haut, elle était autour de 80% de part de marché. Aujourd'hui, au mois d'août dernier, elle était à 38%. Donc c'est plus que divisé par 2 par rapport à son plus haut. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'elle est en chute libre depuis quelques mois sans que ça s'arrête. Par exemple, en juin, elle était à 49%, en juillet à 42%, et donc en août à 38%. Explication un peu de recul. Certains vont dire, et on va s'abstenir de politique, que les prises probablement de position de son patron n'ont pas aidé, mais il faut prendre aussi un peu de recul. C'est-à-dire qu'en fait, des marques qui ont 38% de part de marché sur leur marché, en soi, ça n'existe pas. D'être à 80%, c'était une anomalie. Donc que ça revienne à 38%, c'est peut-être quelque chose de plus courant. Premier fait d'analyse. Deuxième fait d'analyse. Ils ont les mêmes modèles depuis toujours. Donc en fait, tu as beau les restyler et apporter un peu de nouveau, quand tu as eu pendant 5 ans une Tesla Model Y et que tu sais qu'elle est peut-être mieux que les autres, parce que moi je suis ni pro ni anti-Tesla. Non, mais on va le dire, elles sont tellement en avance qu'elles se vendent encore super bien. Il y a le top 1000 des ventes monde, je sais pas si tu l'as vu. Ouais. Ils sont Tous dans le top 10. Et moi je ne suis pas spécialement ni pro ni anti-Tesla, en tous les cas pas spécialement pro, parce que moi les intérieurs sont trop dépouillés, machin. Mais à conduire, en prix, puissance de recharge et conduire, c'est un peu des touchés de route BMW de l'électrique. Donc c'est ce que dit souvent Jean. ce qui est pas mauvais, mais ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que parfois, quand tu achètes une voiture, elle est géniale, au bout de 5 ans, tu as juste envie de changer. Et quand tu as envie de changer, tu n'as pas envie d'aller te remettre 45 000 € pour avoir exactement la même chose. Parce que même si elle a été restylée entre-temps, c'est pas non plus un parc. C'est bien vu. Il y a Apple qui le fait avec ses iPhones, mais mine de rien, à un moment donné, Apple perd aussi des parts de marché au profit parce que tu as envie d'aller voir autre chose. Et c'est ce qui arrive, à mon avis, à Tesla. Là aussi, ce qui est plus dur pour Tesla, c'est que là, pour le coup, c'est plus un vrai échec, c'est qu'ils avaient des attentes énormes autour du Cybertruck, qui, d'un point de vue objectif, se vend pas si mal, mais d'un point de vue des attentes qu'ils avaient, ils en sont en dessous. c'est un lard, mais c'est vraiment en dessous. Donc pour le coup, Et en même temps, qu'est-ce qu'on en parle du Cybertruck? ouais, alors qu'il est même pas en Europe. Il est partout. Oh, on est une des rares chaînes à pas avoir été le filmer, etc. Autre petite news pour enchaîner. Peugeot. Bon plan sur la Peugeot 208 électrique que moi j'avais bien aimé, qu'on avait essayé, qui avait été une surprise. J'y avais été en traînant un peu des pieds. Et comme elle est plus lourde, centre de gravité bas, avec le petit volant, c'était un kart. Super voiture.
voiture qui est commercialisée normalement à 34 000 euros. Elle te revient à 22 000 euros. Waouh. En fait, Non, mais c'est un discount genre prix barre, Voilà. quoi. alors, il y a des petites conditions, il y a des astérix, il y a des machins. Donc, je vais vous donner les astérix aussi. Elle passe de 34 000 euros à 28 000 euros. Ça, c'est Peugeot qui te fait une réduction. Il te rajoute en plus une prime à la commande de 500 euros. Il te rajoute en plus une aide à la reprise de 1 400 euros. Donc, ça fait 1 900 euros d'aide. Donc, on va arrondir à 2 000. Tu passes de 28 à 26. Tu as en plus l'éco-score. Donc, le nouveau bonus écologique qui donne un peu plus de 4 000 euros de réduction. Donc, tout ça fait que tu arrives en dessous des 22 000 euros. Et là, pour le coup, c'est pas déconnant. Certes, à ce prix-là, tu auras la finition d'entrée de gamme, mais tu as quand même un écran 10 pouces qui est plutôt pas mal. Mais t'es Certes, sur neuve. tu n'auras que le petit moteur 136 chevaux, parce que je crois que de mémoire, il y a le 156 chevaux aussi, mais qui est largement suffisant pour s'amuser. Non, puis le couple est constant, donc il n'y a aucun problème. Tu as une autonomie pour une citadine de 363 km, qui est à nouveau pas folle, mais pour une citadine qui s'entend, et une puissance de recharge 100 kW. À 22 000 euros, ça commence à s'entendre. Puis Plutôt bien. oui, puis si tu recharges chez toi. Hein, c'est le genre de seconde voiture idéale de la famille, que tu vas garder un temps fou. En parlant de Dacia, on avait Ouais, alors en parlant de succès, le Bigster, tout le monde se disait première Dacia, grande Dacia, SUV qui allait s'attaquer justement au marché le plus important en Europe, les 4,50 m, 4,70 m. Le Bigster, première Dacia à plus de 30 000 balles, pardon d'être un peu vulgaire. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il se vend comme des petits pains chauds, comme ses frères. Il se vend tellement bien qu'il a depuis son lancement séduit en tout cas 9200 clients en France. ce qui est pas mal. Hein. Dacia n'était pas sur ce segment-là. Hein. N'était pas sur ce segment-là. L'Austral, il s'en vend 13 000. Et l'Austral se vend bien. On parlait de Tesla. C'est la même chose. Modèle Y, 13 000. Alors que tu vois, c'est les best-sellers. Ouais, c'est pas mal. Et Tiguan, pareil, 13 000. Donc, et lui, il n'a pas l'année pleine. Donc, alors eux, donc tout le monde se dit, bah, en 2026, année pleine, machin, Ouais, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Sachant que, regardez, il y a des motorisations, tu sais, 155 chevaux hybrides qui consomment rien tout en étant suffisamment pleines d'entrain, et avec une option qui arrive de 4 roues motrices qu'on a eu la chance d'essayer avec Alain, et qui est extraordinaire. Elle te grimpe aux arbres, c'est un vrai Land Rover. Et d'ailleurs, on a quelques mots de Monsieur Dacia pour nous dire comment ça va bien. Exactement. Et restez jusqu'au bout, tendez l'oreille parce qu'il va nous parler évidemment de la fameuse petite Dacia électrique dont Denis Levotte, dans son émission, nous avait confié le premier, les prix, 18 000 euros. Dacia, ça va bien. Là, ça va bien, oui, absolument. Écoute, on est à fin août, on est en forte progression par rapport à l'année dernière. Donc, en termes d'immatriculation sur le marché, hein, on est à plus de 15,5 de part de marché particulier, ce qui pour nous est important. 9,2 sur le marché VP. Et dans un climat qui n'est pas le plus porteur en ce moment en plus. Bah, le marché lui-même, tu le suis, il est aujourd'hui, on est autour de -7, -8, encore pire sur le particulier. Donc le marché est un peu morose. Bon, ceci dit, avec les lancements qu'on a fait, notamment le fait déjà qu'on a Duster en année pleine, le fait que Spring se vende bien actuellement avec des belles offres et que ça obtient vraiment des résultats et que ça trouve sa clientèle, et puis le lancement de Bigster qui est une réussite, donc ça nous permet quand même Formidable. Ouais. formidable. Et donc on est aujourd'hui, si tu veux, sur chacun de nos segments, on est premier sur les particuliers. Donc tu ça, croises les doigts tous les jours en te réveillant. Voilà. Non, mais c'est pas le fruit. On touche à rien. On touche à rien. On recommence. Malgré tout, vous touchez quand même au Duster 4x4 avec une sacrée motorisation. Au Duster et puis au Bigster, puisque on change sur les deux véhicules hein, d'ici la fin de l'année. Donc on va basculer d'une motorisation 4x4 actuelle à une motorisation qui va être une motorisation polyvalente, c'est-à-dire que tu auras vraiment une composition originale, c'est l'hybride G150 4x4, c'est-à-dire que c'est à la fois un moteur hybride, GPL, une transmission intégrale, voilà, avec un moteur électrique sur le train arrière, avec une boîte de vitesse et puis une boîte automatique dual clutch double embrayage, donc 6 rapports qui entraînera l'ensemble. Donc on va avoir un véhicule qui va être hyper intéressant parce que franchisseur 4x4, donc on reste dans la tradition et purement dans notre ADN, ça va être un super franchisseur. Et puis GPL, donc si tu veux, on a là aussi deux réservoirs. Efficace et économe. Voilà, en fait, tu as des coûts d'usage réduits de 30%.
Voilà, donc il y a une polyvalence. Tu t'attends à bien le vendre? C'est-à-dire que ça peut faire une part de marché Ouais. au sein de leur gamme respective conséquente? Oui, ça va être important, aussi bien Duster que Bigster, parce que, bien sûr, on n'est plus dans le 4x4 pur. On est dans le 4x4 pur dans les fonctionnalités, mais on offre plus que le 4x4 pur avec ce moteur-là. Donc, tu auras des gens qui cherchent un peu d'hybride, mais plus polyvalent, et puis des gens qui cherchent vraiment le coût à l'usage, avec le GPL, l'autonomie de 1500 km, enfin, sur des émissions de CO2 qui sont nettement réduites par rapport au 4x4 actuel. Donc, c'est un produit qui va être vertueux. Et donc, on lance ça d'ici la fin de l'année. En gros, tu es en train de nous dire que c'est le meilleur de la gamme, en fait. Bah, D'une certaine manière. Alors, en tous les cas, c'est un moteur qui pas sympa en termes de polyvalence, de performance et de prix-prestation là aussi, puisqu'il va être proposé, mais je ne peux pas encore en parler, évidemment au juste prix pour le client. Donc, c'est un moteur On qui peut doit pas imaginer que tout très bien marcher. On peut pas imaginer que toute action ce soit hors de prix chez Dacia. Non, mais on sait, c'est ce qu'on fait le mieux, c'est-à-dire prix, performance, voilà. Allez, pour terminer, parce qu'on est déjà beaucoup trop long, mais 2026, qu'est-ce qui va arriver? Alors 2026, déjà ce qui va arriver, c'est qu'on aura tout ça en année pleine, ce qui n'est pas neutre. Parce que si on a Bigster en cours d'année, on a rajouté le GPL au milieu de l'année, on rajoute maintenant cette motorisation, on change un certain nombre de motorisations sur le Duster, puisqu'on passe à l'hybride 155, on va passer au mild hybride 140 à la place du 130, et puis on va avoir un EcoG 120, donc on va avoir un GPL, si tu veux, un peu plus puissant, qui là aussi va donner un peu de confort et de performance. Et donc on a déjà tout ça, puis on aura un petit peu de restyling sur la fin de l'année. Donc on aura une gamme qui va être rajeunie et avec des motorisations qui seront performantes et notamment en termes d'émissions de CO2. Et puis après, on aura sur la fin de l'année. Oui, voilà, je voulais en chose, dire là. c'est là que Oui, tu voilà, dois tu vois. Donc on aura sur la fin de l'année proposition qu'on a déjà vaguement évoquée avec l'arrivée d'une électrique, une petite électrique C'est marrant fabriquée en Europe. tu es modeste alors que le truc est génial en fait. Quand on, Oui, parce qu'on est modeste par nature dans la marque Dacia. Mais c'est une petite révolution quand même. Oui, c'est une jolie voiture, ce sera une très jolie voiture. Et donc qui arrivera sur la fin de l'année, voilà, et qui sera fabriquée en Europe, ce qui est très important. Donc, surtout quand elle est électrique. Ouais. Voilà, qui ne sera pas cher puisqu'on l'a promis sous les 18 000 €. Donc ça sera un pas très important. Et puis d'autres petites surprises dont on parlera, parce qu'on se reverra. Bon ben merci Olivier. Merci. Les amis, vendredi, ne loupez pas cette vidéo. Probablement un des derniers SUV plaisir, je pèse mes mots. Alfa Romeo Stelvio. Franchement, un coup de cœur à conduire. Moi, qui ai une Macan, probablement la voiture qui pourrait remplacer mon Macan, parce que cette plateforme... Alors oui, elle a des défauts. Giorgio. Le système Elle a d'infodivertissement des va cher. prénoms. Mais la plateforme Giorgio, rien que pour cette plateforme, tu pourras acheter cette voiture. Tu sais, ça fait partie de ces voitures qu'on ne veut pas voir vieillir, Ouais. qu'on veut s'offrir et avec lequel on a toujours le sourire au volant. Tout le temps. Je trouve vraiment dommage. Là, on est aux limites de notre système fiscal parce qu'elle est uniquement condamnée sous l'autel des lois fiscales françaises. C'est vraiment triste, hein. Franchement. Donc, ne loupez pas, apportez-nous vos petits commentaires de soutien, des petits encouragements, parce qu'on essaye aussi des voitures qui ne sont pas forcément toujours des nouveautés. C'est plus facile d'aller tendre vers la nouveauté que d'aller chercher une voiture qui a déjà quelques années. On prend ce risque-là parce qu'on y prend du plaisir. Ouais. Donc on compte sur vous pour les petits commentaires de soutien. Quoi qu'il arrive, c'est le bonheur qui vous attend vendredi à son volant. La bise mamie, à très vite.